L'émission que vous allez écouter a été enregistrée le 15 mars 2023 au studio de Radio Galère à la Friche de la Belle de Mai. Cette émission se place dans le contexte des rencontres du Club Jeune de la Société française de spectrométrie de masse, organisée par ce Club Jeune et cette année par 3 chercheurs et chercheuses de l'Université Aix-Marseille. Ces rencontres annuelles ont réuni cette année une quarantaine de jeunes chercheurs et chercheuses francophones durant une semaine où l'occasion leur a été donnée de faire une présentation devant leurs pairs, mais aussi de suivre des cours dispensés par des chercheurs confirmés. Nous avons proposé à quelques-uns des participants de venir partager avec nous leur expérience de la recherche, dont le principal sujet est la chimie. Mais nous verrons que ces sujets sont liés à de nombreuses thématiques, parmi lesquelles la biologie. Cela nous donnera l'opportunité de discuter par exemple du développement de médicaments et thérapies, de l'étude de pesticides dits naturels, mais aussi de discuter d'histoire et de patrimoine. En nous présentant leurs sujets de recherche, leur travail et leur quotidien, ces jeunes chercheurs nous donneront l'opportunité de mieux comprendre la recherche et la science, telle qu'elle est faite par les gens. Bonjour à tout le monde. Salut. Bonjour. Salut. Merci à vous d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu, à cette expérience. Je sais que c'est pas facile des fois de parler à la radio ou pas. Je sais pas si vous êtes habitué à communiquer, ne serait-ce que dans les fêtes de la science ou dans des événements comme ça. Je sais pas si vous avez déjà fait. C'est la première fois que je pense qu'on fait tous de la radio. Ouais. Mais sinon, on a déjà fait des présentations, oui, par exemple lors de congrès ou lors de rencontres Club Jeune, justement. Ouais. Alors, qui veut se présenter en premier ? Évidemment. Allez. Alors, je m'appelle Alexia Fataka et je suis actuellement ingénieure d'études en protéomique au Centre de recherche de cancérologie de Marseille. Donc, c'est à l'Institut Paoli-Calmettes. En gros, c'est à Sainte-Marguerite, pas loin de l'hôpital. Enfin, c'est à côté de l'hôpital Sainte-Marguerite. Et je suis sur une plateforme protéomique. Et en gros, le but, c'est on reçoit des échantillons qui peuvent venir de l'hôpital ou d'autres équipes de recherche. Et nous, on a plusieurs machines pour faire de la chimie analytique. Et on regarde à l'intérieur ce qu'il y a. Et on essaie d'aider au mieux les équipes de recherche à pouvoir répondre à leurs questionnements, en gros. Donc, tu travailles finalement pour proposer, dans une plateforme, en gros, pour aider à faire des analyses. C'est ça. D'échantillons biologiques. C'est ça. Dans le cadre de l'hôpital. Ouais. Donc, toi, tu reçois des échantillons. C'est ça. Donc, sur la plateforme, il y a... Donc, maintenant, on est 6, ouais. Vu que je suis arrivée en février. Et grosso modo, l'idée, c'est de recevoir les échantillons des différentes équipes de recherche, de les analyser. On fait aussi des analyses statistiques. Et en gros, on essaie de leur dire, voilà ce qu'on voit dans votre échantillon. Et ensuite, on revient vers eux. Enfin, il y a un dialogue qui s'instaure entre nous et les équipes de recherche pour affiner les résultats, savoir vraiment répondre à leurs questionnements quant à comment on a analysé, qu'est-ce qu'ils arrivent à voir sur leurs résultats. Et on essaie de les aider comme ça à faire avancer la recherche, surtout dans le domaine du cancer. Donc, c'est pas juste pour des patients qui sont malades et qui viendraient, comme on va faire une prise de sang. Là, il y a aussi le côté recherche, donc pour tester des traitements. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, ils peuvent tester l'expression d'une protéine, à savoir, on a une protéine dans le corps. Mettons, une personne malade ne l'a pas. Et on va regarder chez le malade et ainsi que chez la personne non malade, c'est quoi les différences et qu'est-ce que ça implique dans l'organisme. Et ça peut peut-être expliquer certaines maladies qu'on a... qui peut justement qui pose problème quoi dans la société. Je comprends tout à fait. Et donc alors tu es ingénieur d'études. Oui, c'est ça. Donc alors ça fait partie des métiers de la recherche. Ouais, c'est ça. On a souvent en tête le chercheur ou la chercheuse donc en blouse blanche pour caricaturer un peu, qui a fait un doctorat et qui fait des choses très compliquées, etc. Parfois loin de la réalité, etc. Je caricature un peu, mais on ne parle pas des fois de par exemple du statut ingénieur dans la recherche, et notamment ingénieur d'études. Donc comment on devient ingénieur d'études ? Alors dans le public, en tout cas, il faut passer un concours
Moi, j'ai un master, donc ce qui me permet d'avoir le poste d'ingénieur d'études. Je précise que je suis en CDD, donc on n'a pas besoin de passer de concours pour être en CDD, c'est seulement pour être titularisé, donc le CDI. Et grosso modo, dans la recherche, effectivement, il y a plusieurs personnes. Il y a notamment les doctorants, il y a les professeurs, les chargés de recherche, les ingénieurs, les techniciens. Donc, dans le cadre de mon métier, moi, je suis au laboratoire pour épauler donc, l'équipe à préparer les échantillons et aussi parce qu'on a différentes machines analytiques et par exemple, je participe à leur entretien de manière à ce qu'elles soient toujours fonctionnelles et qu'elles fonctionnent toujours correctement pour pouvoir donner toujours les résultats attendus. S'il y a des pannes, par exemple, je peux les gérer aussi. Je fais les analyses, donc on met les échantillons sur la machine et on fait les analyses. Et après, il y a aussi toute la phase préparation d'échantillons que l'on fait aussi en amont, avant de les mettre sur nos machines pour que l'échantillon soit conforme et qu'il puisse être analysé, parce que c'est pas juste on prend un tissu et on l'envoie dans une machine. C'est selon la machine qu'on a, faut quand même un minimum de préparation de manière à ce que l'échantillon soit plus facile à analyser. Oui, il faut préparer, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'étapes, quoi. Voilà. Typiquement, par exemple, on prend un échantillon d'une cellule cancéreuse. On ne peut pas l'analyser directement comme ça, tel quel. On va faire ce qu'on appelle des étapes d'extraction pour pouvoir extraire les protéines qu'on veut étudier. Ensuite, on essaie de les avoir sous forme liquide, de manière à ce qu'on puisse pouvoir les analyser sur nos machines. Oui. D'accord. C'est très intéressant. On voit, finalement, on imagine toujours le chercheur qui parle, qui donne les résultats, comme s'il faisait tout. Alors qu'en fait, il y a une répartition des tâches, il y a toute une diversité de métiers, dont le statut d'ingénieur d'études fait partie, quoi. Merci. On peut passer à la personne suivante et qui veut bien parler. Il y a encore 4 personnes. Ça va être moi, j'ai l'impression qu'on me désigne. Ça fait dans l'ordre, comme ça on avance, comme ça. Bonjour. Bonjour Adrien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Donc, est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu ce que tu fais? Moi je m'appelle Gauthier Rosé, je suis doctorant en 2e année à Paris, dans 2 labos différents. Donc le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale et le centre de recherche sur la conservation des collections. Donc nos labos s'orientent un peu sur la protection et préservation du patrimoine, dans le sens où on va réaliser des analyses plus ou moins diverses sur des objets du patrimoine plus ou moins divers aussi, pour mieux comprendre leur dégradation, pour mieux comprendre leur composition, pour justement aider les conservateurs, les restaurateurs à privilégier les meilleures conditions pour les œuvres, et aussi à aider les forces de l'ordre à retrouver les faux et à les identifier. Et donc, ça consiste en quoi concrètement? Par exemple, il faut faire un prélèvement sur l'œuvre? Alors tout dépend en fait, puisque dans certains cas, tu vas soit avoir un prélèvement direct sur l'œuvre. Donc dans ce cas-là, si tu as des bonnes relations avec les musées, si les musées ont aussi des questions pour lesquelles ils aimeraient avoir des réponses. Mais tu peux aussi tout simplement prendre un échantillon modèle où toi-même tu vas reconstituer ton œuvre d'art et la faire vieillir dans certaines conditions ou lui faire subir certaines choses pour toi-même pouvoir mieux comprendre ce que l'échantillon a pu subir pendant 4 siècles, puisque si tu prends une peinture de la Renaissance... Oui. Donc par exemple, c'était quoi le nom du tableau que tu as présenté? Tu as présenté ta recherche sur un tableau. Mais comme les résultats sont pas encore parus, je peux pas te dire grand-chose dessus. Oui, je comprends. Oui, parce que... Pourquoi d'ailleurs? Sans doute pour éviter de révéler des informations avant que ce soit publié. Tout simplement parce que le musée nous a demandé des analyses, donc je comprends. C'est au musée de révéler les données qu'ils veulent révéler. C'est logique. Et donc par exemple, donc c'est aussi un mot que Alexia a employé tout à l'heure et qu'on n'a pas rebondi dessus, mais on parle de chimie analytique parce que c'est des analyses. Oui. C'est vraiment de l'analyse, donc c'est pas de la synthèse, c'est pas de la fabrication,
C'est un peu l'étape inverse, enfin le processus inverse, c'est on part d'une substance qui est donnée et on essaye de trouver ce que c'est, quoi. Oui, alors quand tu as un échantillon réel, dans ce cas-là, de musée ou autre, dans ce cas-là, oui, ça va directement être de la chimie analytique où tu vas prendre l'échantillon et essayer d'en déterminer la composition. Mais par contre, si tu veux fabriquer toi-même un matériau modèle, peut-être que tu vas toi-même synthétiser les composants de ce matériau. Ouais. Donc tout dépend à quel niveau tu es, quelle est la question aussi qu'on te pose ou alors que toi-même tu te poses. Je comprends. Et donc ça peut aider à restaurer les œuvres, par exemple, comment elles ont été faites, pour les refaire, pour savoir... Voilà, en fait, les champs des possibles sont très larges parce que, outre le fait de juste pouvoir préserver les œuvres, tu peux aussi avoir un œil sur l'histoire du monde, puisque si tu réalises que dans un tableau de la Renaissance européenne, enfin peut-être un peu avant Renaissance européenne, tu vois un pigment fait à partir d'un minéral qui n'est disponible que hors Europe, tu sais que forcément il y a eu un contact entre un pays européen et un pays extra-européen, et donc tu peux essayer d'établir un peu l'histoire géopolitique et commerciale de ces différents pays. Donc tu peux te dire qu'à cette époque-là, ce pays-là avait déjà communiqué avec ce pays-là, et donc un peu retracer l'histoire, même outre artistique, juste géopolitique. Oui, d'accord. Ça peut avoir des répercussions sur des sciences comme l'histoire, etc., sur les échanges humains, la sociologie. Enfin, sociologie. Peut-être pas le bon terme que j'emploie, mais bon, je vois de quoi il s'agit effectivement. D'accord. Eh bien, on peut continuer et on pourra revenir après sur d'autres questions si on veut. On peut passer à la troisième personne. Il semble que le volontaire désigné soit juste à côté. Voilà, effectivement. Moi, je m'appelle Hikmat. Je viens de la ville de Perpignan. Alors moi, j'ai été ingénieur de recherche à l'université de Perpignan et je travaillais dans un petit laboratoire qui s'appelle le CRIOB, donc Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. J'ai été chargé de développer une nouvelle stratégie analytique, une méthodologie qui sert comme un outil pour évaluer l'impact et le devenir environnemental des pesticides complexes. Alors, c'est quoi les pesticides complexes ? C'est des pesticides qui ont une composition chimique difficile à analyser. Et c'est le cas de certains pesticides émergents qui commencent à se développer et partir sur le marché, qui sont des pesticides d'origine naturelle. Alors, c'est des pesticides qui sont... maintenant, en fait, les autorités encouragent leur utilisation dans les plans de transition écologique. Sauf que l'encouragement de l'utilisation de ces pesticides part d'un constat qui est comme ce sont des pesticides d'origine naturelle, donc ils peuvent être moins impactants sur la nature. Sauf que, scientifiquement parlant, c'est un constat qui est à vérifier, à examiner et à tester. Le problème, c'est que d'un point de vue technologique, on n'a pas encore tous les moyens pour évaluer cette hypothèse. Et donc, mon rôle était de contribuer dans un grand projet qui sert à développer ces outils-là, qui vont nous permettre à étudier cette hypothèse et voir est-ce que un tel pesticide est impactant ou pas sur l'environnement, est-ce que l'impact est positif ou négatif, etc. D'accord, je vois. Alors c'est intéressant, mais du coup, tu parles de ces pesticides naturels, entre guillemets, ou en tout cas comme on peut les appeler parfois, mais comment ils sont obtenus ? Parce que si on veut les obtenir pour les distribuer, j'imagine qu'il y a, il y a un processus industriel derrière quand même, malgré tout. Alors, est-ce que, la question concerne plutôt la découverte ou le développement ? Dans le développement, la découverte aussi, finalement, effectivement, comment est-ce qu'on en est venu à
Je ne sais pas si tu as des exemples de ces pesticides, comment on a pu découvrir leur effet, et après comment on fait. On découvre quelque chose dans la nature, mais comment on fait pour contrôler sa production, pour en sortir, Pour le valoriser. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'exemples sur des substances naturelles qui ont été, qu'on a tenté de les valoriser d'un point de vue industriel. Dans ce contexte de pesticides, je peux donner un exemple que je connais bien. C'était une fleur qui, à chaque fois qu'on observe, les botanistes observaient cette fleur, on remarquait que autour de cette fleur, il n'y avait pas de petites herbes. Et du coup, ils se sont intéressés à ce phénomène. En faisant leurs recherches, ils ont constaté que cette fleur-là fabrique des huiles essentielles qui tuent ces herbes pour qu'elles puissent profiter du maximum d'eau. Donc, elle tue les autres herbes pour ne pas avoir des concurrents. Oui. D'où ils ont eu l'idée de se dire, peut-être que dans les huiles essentielles de cette fleur, on peut trouver des substances qui inhibent ou qui tuent les herbes nocives. Et donc, c'est par là où ils ont commencé à essayer de trouver est-ce que c'est vrai. Du coup, là, si on part... je fais un raccourci, je ne dis pas les choses en détail, mais juste pour faire simple. Oui. D'abord, il y avait une étape de confirmer est-ce que l'huile essentielle est vraiment active. Donc, ils ont fait des extraits de ce huile essentielle. Ils l'ont appliqué sur ce qu'on appelle des échantillons modèles, une espèce d'herbe qui est un modèle biologique utilisé dans la littérature. Ils ont testé l'efficacité de ce huile essentielle. Ils ont trouvé que ça marche. Très bien, on passe à l'étape suivante, c'est de sectionner ou fractionner ce huile essentielle pour essayer de trouver c'est quoi la molécule qui est la plus active dans ce sens. Donc on a fractionné et puis on a l'huile essentielle, c'est déjà un panachage de plein de choses. Exactement, l'huile essentielle, il faut préciser que c'est un mélange très complexe de plein de molécules, dizaines voire une centaine de molécules. Et donc parfois c'est pas toutes les molécules qui sont actives, c'est 1, 2, 3, etc. Voilà. Quand on confirme, on essaye de trouver c'est quoi la molécule active. Là, on peut passer sur essayer de voir est-ce que industriellement parlant, on peut la fabriquer ou pas. Comment la fabriquer en plus, parce que le processus industriel, il n'y en a pas un seul, il y a plusieurs modèles, etc. Mais il faut savoir aussi que est-ce que l'activité de cette molécule, elle est suffisamment forte pour qu'elle puisse conquérir les autres molécules qui sont déjà sur le marché. Est-ce que c'est rentable ? D'accord, oui. Et après, il y a aussi l'évaluation des risques. Cette molécule doit être confirmée comme non nocive pour les êtres humains, pour certains modèles. Ça commence pas par les êtres humains, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller infuser cette molécule chez les êtres humains, mais on utilise des modèles de l'insecte jusqu'à des animaux qui sont... c'est en fait les agences de réglementation qui exigent ce genre de modèle. Oui. Il faut voir est-ce que cette molécule est toxique pour estimer en fait sa toxicité. Et puis après, pour l'environnement, etc. Et justement, c'est là le problème, c'est que quand on a des pesticides complexes, les protocoles mis en place actuellement ne sont pas suffisants. Donc, il faut les faire évoluer. D'accord. D'où beaucoup de projets, dont ce projet-là. D'accord, ok, oui. Donc, merci pour cette description très, très claire et très précise en même temps. Donc, sur ces pesticides, d'accord, donc les molécules, c'est bon, c'est pas facile d'en donner une description, mais je dis, bon, c'est un peu les constituants de la matière sont les atomes, et les atomes s'assemblent pour faire des molécules. Donc, les molécules, c'est en chimie, la chimie, c'est la science des molécules, de comment elles sont faites, fabriquées, analysées, etc. Et il y a beaucoup de choses qui passent par les molécules. Les pigments sont des molécules, les odeurs en fait sont véhiculées par les molécules. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais bon, ce sont des choses qui sont c'est un peu plus gros que les atomes, et c'est des assemblages d'atomes quoi. Merci. Et donc toi, tu as par exemple, tu as déjà soutenu ta thèse. Il y a 2 ans, et puis j'ai bossé 2 ans de plus sur le même projet. D'accord.
Et donc, c'est encore une situation différente. Donc, il y avait Gauthier qui est doctorant. Donc, le doctorat, c'est les études, mais c'est aussi un emploi, hein, puisque c'est un emploi salarié avec un salaire. Donc, c'est à cheval entre les deux. Mais au final, est-ce qu'on sent vraiment beaucoup le côté étudiant quand on est doctorant Est-ce qu'on... On apprend des choses, mais je veux dire, au final, on va plus en cours et... Après, techniquement, les autres doctorants pour m'interrompre, mais tu as un certain nombre d'heures de formation à suivre. Quand même un peu, ouais. Un peu. Après, c'est sûr que quand tu es doctorant, tu as l'opportunité de donner des cours aussi, donc tu es de l'autre côté du bureau. Ouais. Donc c'est sûr que tu te sens moins étudiant, mais tu gardes encore ce statut, puisque finalement, tu as les avantages d'être étudiant, mais tu as aussi quand même les quelques formations à suivre, etc. Mais c'était plus salarié qu'étudiant, je pense. Ouais. Ça hoche la tête aussi là-bas pour dire oui. Oui, je suis d'accord. D'accord. Il faut savoir aussi que quand on est en doctorat, on est en train de construire une expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler dans un laboratoire. On n'est pas derrière les bureaux, derrière des... Voilà, on n'est pas en train de faire des cours tout le temps. On n'a pas des examens derrière. On est en train de développer des compétences techniques qui sont équivalentes à l'expérience professionnelle qu'on exige souvent. Oui, c'est une pratique. Ça prend une pratique, voilà. ça apprend à utiliser des instruments, des appareils, à faire de la technique, à faire du... Exactement. Ouais. C'est l'apprentissage de la recherche par la recherche. C'est ça l'expression qu'on utilise souvent pour illustrer qu'est-ce que c'est le doctorat. Et puis, il faut savoir que le stress n'existe pas sur les examens, mais il a une forme différente. C'est qu'on est stressé par ce qu'on appelle des dates limites, des épreuves, devoir publier les résultats ou essayer de les breveter dans certains projets, etc. Ouais. Donc voilà, l'aspect est différent quand même. Je comprends, ouais. On pourra en discuter après, une fois qu'on aura fini de faire le tour de table. Alors, il ne reste que 2 personnes pour se présenter. Ok, je continue du coup. Allez. Donc, je m'appelle Anaïs et je suis en doctorat en 3e année, donc un doctorat comme Gauthier l'a présenté tout à l'heure. Et je suis au laboratoire Cobra, donc à Rouen, donc en Normandie. Donc, je ne viens pas de Marseille ou du Sud. Mais je travaille du coup plutôt sur la santé, donc comme l'a présenté Alexia tout à l'heure, sur des molécules biologiques, donc des échantillons biologiques, et en particulier sur le plasma, donc sur le sang humain. Et je travaille sur le développement d'une méthode plutôt que sur juste l'analyse de l'échantillon. Par exemple, on peut dire que dans le plasma humain, donc dans le sang, il y a 10% des molécules qu'on connaît très bien, et il y a 90% des molécules qu'on ne connaît pas vraiment. Ah oui. Et oui. Dans le sang humain, quoi. Oui. Ça fait beaucoup de molécules qu'on ne connaît pas. En fait, c'est parce que il y en a 10% des molécules qu'on connaît très bien parce que elles sont très bien décrites et elles sont en très grande quantité dans le sang. Et tout le reste, c'est des petites quantités et donc on n'arrive pas vraiment à les décrire. Ou si on les décrit, on n'a pas vraiment la structure totale de la molécule. Et donc c'est pour ça qu'on cherche de nouvelles techniques pour approfondir nos connaissances là-dessus et sur d'autres échantillons, bien sûr. Et donc je travaille sur une technique en particulier et j'essaye de développer une manière de faire qui permettrait d'utiliser cette technique dans de nombreux laboratoires. Et du coup, ma thèse m'a permis de voyager et d'analyser mon échantillon dans plusieurs laboratoires, donc à Lyon, à Paris, pour permettre de comparer des instruments différents et d'obtenir une méthode reproductible dans les différents laboratoires. D'accord, oui, donc c'est intéressant parce que du coup, on sait qu'il y a des choses, on sait qu'elles sont là, on est capable d'observer quand même, mais on ne sait pas dire exactement ce que c'est. Donc, qu'est-ce que ça reviendrait à dire quoi finalement quand on connaît une molécule quel genre d'infos Alors, si on dit qu'on connaît une molécule parfaitement, ça voudrait dire qu'on saurait la dessiner parfaitement avec sa géométrie, avec tous les atomes qui la composent, dans quel enchaînement. Donc là, il y a un carbone, là, il y a un carbone, là, il y a un oxygène, là, il y en a tant, là, il y a exactement, tant, etc. Donc le nombre d'atomes, mais aussi comment ils se positionnent dans l'espace.
Donc, par exemple, un carbone, il peut être accroché à un carbone puis à un oxygène, mais ça peut être l'inverse, ça peut être différents enchaînements, etc. Et parce que ça, c'est important. Et ça, c'est très important. En fait, c'est ce qui fait la fonction d'une molécule, ce qui fait son effet, ou ses effets, hein, parce que souvent, j'imagine qu'une molécule qui a un seul effet, ça n'existe pas. Hein. Il y a toujours forcément des effets secondaires, entre guillemets, ou en tout cas des effets multiples. Ce qui fait les effets donc, de ces molécules, c'est leur composition en atomes, donc carbone, azote, j'en sais rien, mercure, etc. Mais aussi la manière dont les atomes sont assemblés, quoi. Exactement. Donc la même molécule avec les mêmes atomes, mais juste assemblés différemment, ça peut changer radicalement ça change tout, et il y a même des exemples dans la vie courante qui ont été montrés. Il y a eu un médicament, par exemple. La molécule du médicament, elle était vraiment pour le médicament, mais en fait, la même molécule, mais avec les mêmes atomes, mais juste arrangés différemment, en fait, c'était un poison. Et donc, ça a tué de nombreux bébés parce qu'on ne savait pas que la molécule, avec un enchaînement différent, ou positionné différemment, ça pouvait être mortel pour les bébés. Et ça, j'imagine que c'est compliqué parce que quand on les fabrique, j'imagine que ce n'est pas forcément facile de sélectionner. On met la recette, quoi, on met les ingrédients, mais il faut arriver à trier après, à fabriquer l'un et à jeter l'autre. Exactement. À le purifier, quoi, pour pas s'intoxiquer, quoi, finalement. Et pour le purifier, il faut l'analyser. Parce que pour être sûr qu'il n'y en ait qu'un sur les deux, il faut forcément savoir à un moment donné lequel est présent à la fin de la recette. Oui. D'accord. Et alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. En tout cas, l'analogie avec ce que tu dis, donc dans le sang, il y a des molécules, on sait qu'elles sont là, mais on ne sait pas encore. Il y a 90% finalement du contenu du sang qui n'est pas bien analysé, donc on ne sait pas exactement le décrire en termes de structure, de forme, etc. De fonction peut-être aussi, on ne sait pas exactement quelle fonction ça joue du coup. Ça revient un peu aussi à ce que disait Hikmat sur les pesticides. On sait qu'il y a des huiles essentielles avec des effets, il y a des pesticides qui ont une composition très complexe, donc qui ont en fait plein de constituants qu'on ne connaît pas forcément, pareil, qu'on ne sait pas décrire, quoi. J'imagine que c'est ça que ça veut dire aussi, quoi. C'est que, et on n'a pas encore les moyens techniques d'analyser ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que la recherche est là, pour nous permettre de développer toujours plus de techniques ou de manières de faire pour en apprendre plus et potentiellement avoir des remèdes pour le cancer ou que sais-je. Et oui. Parce que comprendre le fonctionnement du corps, effectivement, sa constitution, quoi, ça peut aider à... Parce que produire des médicaments, c'est aussi ça, c'est donner des molécules qui ont un effet, qui est l'effet recherché, quoi. C'est ça. Et si on sait décrire, par exemple, pourquoi, je sais pas, une personne qui a un cancer, elle a une molécule en moins ou en plus, ou plusieurs molécules surexprimées ou en moins, on pourrait déterminer... quelle molécule remplacer dans le corps et peut-être éviter le cancer ou d'autres maladies. Enfin, j'ai pris le cancer au hasard, mais... Ouais, le diabète, il est plus parlant, par exemple, vu que tu as des personnes qui ont une absence d'insuline. Du coup, tu leur demandes de s'injecter de l'insuline pour pouvoir mieux réguler leur corps. Donc, et c'est quoi l'objectif? À quoi sert l'insuline dans le corps? Alors attention, c'est soit stocker le sucre, soit c'est le déstocker. Je sais jamais lequel des deux. C'est une hormone de régulation. Ouais, c'est une hormone de régulation, mais je sais jamais laquelle des deux fonctions. Après voilà, c'est pas un examen, je vais pas vous plomber, mais donc en gros, mes hormones de régulation, pour nous peut-être ça peut paraître évident, mais en gros, c'est une molécule qu'on appelle une hormone parce que j'imagine que c'est une catégorie de molécules. Ouais. C'est quoi de détruire le sucre en trop? Non, ça va en fait faire migrer le sucre au niveau de cellules qui sont spécialistes pour les stocker. D'accord, oui. Et en fait, donc ça, c'est quand on mange, on va avoir ça. Et après, on aura l'effet inverse parce que une fois qu'on a mangé, quelques heures après, on a besoin de sucre. Oui. Et du coup, il va y avoir l'effet inverse où les cellules qui ont stocké le sucre vont devoir le remettre dans le sang pour qu'il puisse être utilisé. D'accord. Donc en fait, effectivement, si on n'a pas d'insuline, quand on mange, le sucre, il reste dans le sang. Soit il reste dans le sang, soit il est stocké, ou soit il n'est pas ressorti des cellules qui stockent. En gros, ça va que dans un sens et pas dans l'autre. Et on a besoin d'un équilibre pour pouvoir vivre. Si ça va que dans un sens, on va avoir des je comprends. soucis. Donc c'est un peu compliqué à...
suis pas biologiste, mais donc j'imagine que l'insuline il a une composition et une forme qui font qu'elle est propice à capturer du sucre et à le faire passer là où c'est stocké et inversement, quoi. C'est vraiment c'est mécanique en fait. Hein. C'est un peu comme. Alors là, pas tout à fait d'accord avec Matt. C'est juste pour préciser qu'il ne va pas prendre le sucre et le mettre dans la cellule. Il va donner un signal à la cellule pour qu'elle puisse commencer à capturer le sucre. D'accord. Donc c'est un intermédiaire, c'est encore plus complexe que ça finalement. C'est une molécule qui donne un signe. Ok. Ah ouais, c'est compliqué finalement. Donc j'imagine que c'est compliqué de fabriquer des médicaments et de comprendre ce qui se passe. Ah oui, parce que quand tu fabriques un médicament, il faut que tu es sûr et certain qu'il ait l'effet recherché et qu'il ne fasse pas quelque chose d'autre dans le corps. Et du coup, ça crée un dérèglement. Et du coup, parce qu'on agit sur un truc, mais en fait, derrière, ça joue sur autre chose. Ouais, voilà. Tu vois, par exemple, on parle souvent du paracétamol que l'on retrouve dans le Doliprane, par exemple, et on vous dit pas plus de 4 grammes par jour. C'est pas pour rien, parce qu'il faut que le foie, qui est l'organe qui élimine donc, le médicament, si vous en prenez trop, votre foie, vous faites une hépatite médicamenteuse et vous pouvez en mourir. Mais donc, alors, intéressant, mais pourquoi le médicament a un effet si le corps l'élimine ? En fait, on dit souvent que quand on prend une substance chimique qui a des effets, c'est la dose qui fait le poison. Et arrive un certain moment où tu atteins une limite, un seuil, et si tu dépasses ce seuil, le corps, au lieu de l'éliminer, il va faire autre chose avec. Et dans le cas du foie, ça crée la destruction du foie. Donc, faut vraiment écouter les recommandations. Faut pas prendre... Faut jamais abuser de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on prend comme médicament. Faut toujours faire attention et faut toujours garder un équilibre. Disons que le corps humain, on fonctionne selon un équilibre. Donc faut toujours garder cet équilibre. Et si cet équilibre est perturbé, du coup là, ça risque d'amener des problèmes comme bien souvent des maladies, quoi. Je comprends, ouais. D'accord. Alors on peut en profiter pour finir les présentations avec la dernière personne qui a eu l'occasion de parler juste avant. Mais donc, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, d'accord. Bonjour. Alors, moi, c'est Delphine Vergoz. Alors, je suis intervenue parce que je suis microbiologie de formation. C'est-à-dire que j'ai fait un master de microbio. Et je suis en 2e année de doctorat en chimie. Et donc, en Normandie, je suis venue avec ma collègue Anaïs. Du Cobra aussi. Du Cobra. Ouais. Et donc ma thèse, elle est transversale sur 2 domaines, entre la microbiologie et la chimie analytique, donc qu'on vient d'expliquer. Et durant mes travaux, là, j'étudie des bactéries qui sont responsables d'infections chroniques. Donc, vous avez sûrement dû avoir eu des prescriptions d'antibiotiques où il disait bien d'attendre 7 jours avant de finir, ou 7 ou 10. Même si on est guéri, on continue de les prendre 3 fois par jour, pendant 7 jours. Ouais. Parce que des fois, quand on arrête le traitement avant, l'antibiotique a éliminé 99% de la population bactérienne et il reste 1% qui n'a pas été traité. Et en fait, moi j'étudie ce 1%-là qui a tendance à rester parce qu'elles sont en état de dormance. En fait, c'est comme si les bactéries sont en dormance dans le corps, mais on ne sait pas trop comment ni pourquoi elles sont comme ça. Mais elles peuvent rester longtemps, quoi ? Elles peuvent rester longtemps. Par exemple, Mycobacterium tuberculosis, donc l'agent de la tuberculose, peut rester toute une vie dans les poumons d'un patient sans réveiller de forme symptomatique. Et il est contagieux quand même ou... Et alors... Dans ce cas-là, non. Mais il peut se réveiller lors d'un stress ou d'un choc émotionnel de la personne. D'accord, ouais. Et donc, moi, j'étudie une bactérie qui est responsable d'infections au niveau de la peau, au niveau du tractus respiratoire et au niveau urinaire. Mais ça peut être... en fait, toutes les bactéries sont capables de dormir et donc de persister à des traitements antibiotiques. Donc dormir, c'est réduire son activité ? Oui. Et rester à un endroit précis ? Ça, c'est pas trop connu, on ne sait pas s'il y a de mouvement, mais c'est surtout arrêter de se multiplier. D'accord. Parce que les antibiotiques actuellement, ils visent que les bactéries qui se multiplient.
D'accord. La réplication de l'ADN, la biosynthèse de la membrane, etc. Donc quand on est malade de l'angine ou d'une maladie bactérienne en tout cas, on prend l'antibiotique. En fait, l'antibiotique tue pas la bactérie. C'est le corps, c'est le système immunitaire qui tue les bactéries. Mais comme on les empêche de se reproduire, en gros... Alors, oui, c'est un peu plus compliqué que Ouais. ça, mais il y a les deux, effectivement. Il y a les deux, L'antibiotique va avoir... Enfin, si on a une grosse charge bactérienne, c'est-à-dire si il y a vraiment beaucoup de bactéries, l'antibiotique va avoir une action directe sur la bactérie. Ok, ouais. Une fois qu'il en reste, que c'est un peu plus éparpillé, donc, et que si le patient a un bon système immunitaire, théoriquement, les bactéries qui restent, ils devraient être soit tuées par l'antibiotique, soit tuées par le système immunitaire. Ah, mais du coup, j'ai une question. Parce que tu dis que chez certains patients, c'est en dormance. Mais ça veut dire que le système immunitaire ne reconnaît pas la bactérie en dormance et du coup, la laisse tranquille. Alors, vu qu'il n'est pas en alerte, Ouais. il y a moins... Enfin, le système immunitaire n'est pas activé. Ok. Et du coup, après, c'est une question de probabilité. Est-ce que le gendarme va réussir à trouver Ah ouais, d'accord. Ok. la bactérie? Ça, c'est une question de probabilité, mais ça arrive. Ok. Donc, je pense que ça arrive des deux sens, mais ce qui est problématique actuellement, c'est les bactéries qui dorment et qui ne sont pas reconnues qui ne sont pas attrapées plutôt par le système immunitaire. Et donc, ça va permettre de réinfecter le patient, ouais. etc. Ok. Et moi, précisément, j'étudie donc les lipides de cette sous-population, des cellules qui sont en dormance. Ok. D'accord, oui. Donc, après, si la bactérie, elle cause pas de problème, le système immunitaire la reconnaît peut-être pas comme un problème. C'est ça l'enjeu, c'est que donc, si elle reste en état de dormance, elle va pas poser de problème, effectivement. Mais il y a quand même de fortes chances qu'elle se remultiplie si elle a des conditions favorables. Mais oui. Si elle trouve une niche ou un truc, elle peut réinfecter le patient. Donc, d'accord, oui. Ah oui, pas évident. Hein. Et ça peut être aussi cet état de dormance, un état qui peut favoriser le développement de résistance aux antibiotiques. Et oui, et donc si elle résiste aux antibiotiques et qu'elle revient... Et ben là, on ne peut plus la traiter avec l'antibiotique. Voilà, on n'est pas bien. Pas lui-même, en tout cas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en particulier, il faut prendre l'antibiotique, même quand on est guéri, pendant la durée, 7 jours, 10 jours, pour être sûr qu'on a tué un maximum de bactéries et qu'il n'y en a pas un gros paquet qui fait une résistance et qui s'adapte à l'antibiotique. Oui, c'est ça. Après, la résistance, ça peut être déjà là, c'est-à-dire qu'on peut traiter un patient avec un antibiotique, mais la bactérie, elle est déjà résistante. Ça c'est un autre problème. Oui, d'accord. Mais, oui. Donc elle devient résistante comment? C'est un peu la théorie de l'évolution, quoi. C'est que si on n'a pas de chance, il y a une bactérie qui résiste un peu à l'antibiotique. On tue toutes ses copines qui sont résistantes. C'est des mutations, généralement. C'est des mutations au niveau génétique qui fait que la bactérie devient résistante. Mais en fait, moi j'étudiais l'étape un petit peu avant, l'apparition de résistance, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette phase un peu de dormance où elle met en œuvre des mécanismes qui pourraient, en tout cas c'est une hypothèse qui est creusée depuis maintenant une dizaine d'années, de cet état de dormance, qu'est-ce que ça lui... Pourquoi elle est comme ça et à quoi ça lui sert? Parce que maintenant, c'est très clair que c'est quand même une stratégie de population. Comme si vous clonez et vous êtes 10 milliards, et ben en fait, vous choisissez d'en mettre 2 ou 3 dans un bunker. Et puis, du coup, pour survivre, que la population survive. Ah oui, s'il y a une catastrophe, on peut décongeler c'est ça l'idée. La population et repartir de là, quoi. En ayant eu le temps de se préparer et de nouvelles stratégies, quoi, pour revenir. D'accord, oui, donc c'est très compliqué. Et ça, c'est très intéressant. Et les bactéries, finalement, donc, sont des grosses cellules. C'est des gros êtres vivants. Mais finalement, ça reste assez simple par rapport à nous. Il n'y a pas de système nerveux, il n'y a pas de ce qu'on sait. Enfin, je sais pas. Oui. Alors, moi, j'ai peut-être une vision pas très objective de ça, mais je trouve qu'une bactérie, c'est très complexe. Ouais.
et qu'en fait, il y en a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est parce que je n'ai pas envie de me pencher sur le corps humain parce que c'est encore pire. Ouais. Mais ça rejoint un peu ce que disait peut-être Anaïs et Hikmat, c'est on connaît l'essentiel, mais en fait, il y a 90% des choses dedans qu'on ne connaît pas encore bien. Et on a commencé par découvrir le plus simple, entre guillemets. Complètement. Et on a fait un modèle pour réduire et simplifier, mais il reste encore plein de choses à découvrir. Et ça rejoint un peu ce qu'il disait, c'est que il faut analyser les molécules, il faut les comprendre, en fait, c'est dur, quoi, forcément. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ce tour de table qui a duré presque une demi-heure finalement, voire même un peu plus peut-être, puisque le compteur est arrêté actuellement à 27 minutes et 29 secondes. Mais on a encore un tout petit peu de temps pour discuter, mais vraiment 5 minutes d'une ou deux questions. En fait, pourquoi est-ce que je propose cette question-là par exemple, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler dans la recherche? Pourquoi vous avez fait une thèse? Pourquoi est-ce que vous avez fait des études? Vous êtes devenu ingénieur d'études, etc. Qu'est-ce que c'est qui est dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui... Ça a été un peu par hasard, si je me lance. J'ai fait un bac professionnel et j'ai un parcours assez professionnalisant. Et je pensais pas du tout faire une thèse un jour. Donc... c'est des choses qui arrivent dans la vie, non, mais... C'est ça, en fait j'ai juste suivi ce que j'avais envie de faire et ça m'a amené ici. Donc, Non, mais moi je trouve que c'est intéressant d'en parler, notamment parce que c'est pas un choix qui date de 15 ans, je veux faire comme quelqu'un, ou je veux... ça se fait au fur et à mesure, et on s'y retrouve à la situation où on peut faire une thèse pour travailler sur le sujet. Oui, c'est et en fait, c'est plutôt l'inverse, quoi. Tu voulais faire ça et tu t'es dit, en fait, il y a une thèse. Et en fait, c'est plutôt la thèse qui est venue à moi, plus que je suis venue à la thèse. Mais je suis très contente de ce choix. Ouais. Bon, tant mieux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une... Personnellement, moi aussi, c'était un peu par hasard. Moi, j'ai fait un bac général, un bac scientifique. Ouais. Et disons que si ma prof de physique m'avait pas orientée en chimie, je savais pas où j'allais. D'accord. Ouais. Donc j'avais commencé à aller dans un cadre un peu plus strict, genre l'IUT. Enfin maintenant c'est un BUT. Enfin bon bref, c'est un bon compromis entre la fac et le lycée, grosso modo. Et en fait c'est plus au travers de mes stages que j'ai découvert la recherche dans le public. Et ensuite j'ai fini par m'apercevoir au fil de mes stages que j'aimais beaucoup rester à côté des machines. Et après, j'ai fait un master en spectrométrie de masse. Donc, notamment, c'est en chimie analytique. Donc. Et après, j'ai eu un premier travail à Montpellier pendant 2 ans où justement, j'étais tout le temps sur cette machine. Et puis, j'ai bien aimé. Et puis, du coup, j'ai décidé de continuer là-dedans. D'accord, ouais. Voilà. Donc, tu étais au lycée à Marseille, toi? Toi, tu es marseillaise? Ouais, je suis marseillaise. C'était à quel lycée? J'étais au lycée Sévigné. D'accord. On fait des signes... Moi, j'étais au lycée Jean Perrin. Voilà, c'est... D'accord. Merci. Quelqu'un d'autre veut raconter un peu son parcours? Juste préciser. Alors, pourquoi je suis arrivé là? Il y a plein de raisons que je vais pas évoquer parce que c'est pas très intéressant. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que après, quand on a des capacités applicables dans ce champ, il faut savoir que parfois ça devient un choix parce que c'est via ça où on peut contribuer pour la société. Si on est doué à faire ça, c'est qu'on choisit de faire la recherche parce que c'est là où on a les compétences pour pouvoir faire quelque chose. Ouais. Et perso, après maturité, j'ai décidé de partir sur la recherche scientifique dans ce cadre-là. Parce que je ne me voyais pas pouvoir faire autre chose. Ouais. Et finalement, c'était là où je peux peut-être essayer de faire quelque chose d'utile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, de base, j'avais choisi de partir dans la recherche publique. Voilà. Ouais. Donc, c'était juste pour montrer que la recherche, elle peut avoir de l'utilité dans ce côté-là, mais aussi dans d'autres côtés. Il faut savoir que dans le privé, par exemple, l'utilité de la recherche, c'est de valoriser les compétences et les idées pour fabriquer quelque chose qui peut être utile pour toute la société aussi, mais dans un but
industriel, commercial aussi. Oui. Donc, Oui, tu peux pas le faire trop à perte, quoi. C'est pas. Mais il y a quand même l'idée de produire quelque chose qui est une utilité. Enfin, pas toujours, mais c'est pas incompatible. C'est pour dire que, la recherche scientifique, elle peut être fondamentale dans le but de la découverte et juste faire de la connaissance, mais elle peut aussi être applicative. Et les deux côtés sont... chacun a ses avantages et c'est pas des inconvénients, mais des nécessités de sacrifice. La recherche juste pour la connaissance, c'est de l'investissement sur le long terme. Parce que maintenant, peut-être qu'on ne va pas voir l'utilité de découvrir combien de cellules il y a dans je ne sais pas quoi. Mais après 50 ans, cette idée-là va être utile dans un contexte d'une autre découverte qui va se coupler avec cette découverte. Donc c'est un investissement sur le long terme. Il faut le voir comme ça. Et de l'autre côté, ce qui est applicatif, c'est pour répondre à des questions d'urgence dans la société ou dans l'économie ou dans la technologie. Voilà. Donc les deux côtés sont utiles. Je comprends. On va bientôt conclure, mais est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Est-ce que quelque chose a été oublié ou... Juste pour dire, du coup, moi je suis arrivée dans la recherche pour plusieurs raisons aussi, comme Hikmat, mais juste pour dire que la recherche c'est aussi passionnant et ça peut être juste une passion et qu'on aime faire ça et que parfois il n'y a pas forcément une grande raison pourquoi on fait de la recherche, mais juste parce qu'on aime ça, c'est tout. Ça amène à faire des rencontres, des voyages, puis on présente ce qu'on a fait. C'est gratifiant, moi je trouve, quand les gens ont des questions à vous poser par rapport aux présentations qu'on fait, c'est qu'ils sont intéressés. Et... C'est stimulant ça, c'est bien de discuter avec des gens. C'est un métier aussi qui a une dimension rencontre, quoi. Je voulais juste ajouter que là on se concentre beaucoup sur l'aspect recherche, mais après un doctorat, en plus de la recherche, on peut aussi prendre en compte l'aspect enseignement que certains d'entre nous font déjà lors de leur doctorat. Donc être chercheur, c'est à la fois, comme disaient Hikmat et Anaïs, essayer de un investissement sur le long terme au niveau de trouver de nouvelles idées, les appliquer, etc. Mais c'est aussi essayer d'enseigner à la future génération les nouvelles idées, les nouveaux protocoles et étant donné que nous-mêmes, on a eu des professeurs, prendre le meilleur de ces professeurs et améliorer encore l'enseignement qu'on nous a donné pour faire une meilleure génération future, tant au point de vue de chercheurs qu'au point de vue de techniciens, qu'au point de vue tout simplement de personnes instruites. Ouais, parce qu'en plus, des fois, le savoir, il est dans les articles, dans les livres, etc. Mais ça, c'est pas très pédagogique. Et en vrai, ces connaissances-là, ça passe beaucoup par la transmission, à la fois en cours, à la fois en TP, en stage. Comme l'a dit Alexia, c'est sa professeure de physique qui l'a orientée. Donc, ça montre bien que justement, il faut des enseignants qui sont passionnés, des enseignants qui connaissent aussi leur domaine pour pouvoir orienter la nouvelle génération. C'est ça le souci. Les gens ne savent pas où aller. Donc, il faut des gens qui ont une vision d'ensemble pour leur dire « Mais toi, tu serais parfaite ou parfait à cet endroit-là parce que c'est pile dans tes compétences et tes intérêts. » Les vocations, ça vient pas forcément on se rend pas compte des fois que on peut faire ça ou ça et qu'on peut très bien marcher, etc. Mais effectivement, c'est une dimension importante aussi. Et du coup, pour rebondir là-dessus, il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi toute la vulgarisation qu'on peut faire. Comme aujourd'hui, on est à la radio pour expliquer ce que c'est la recherche. Et la science, c'est ça aussi, être dans la recherche et être en doctorat. C'est expliquer ce qu'on fait aux gens qui ont... expliquer par exemple en enseignement, on va expliquer à des étudiants qui sont dans le domaine, donc qui vont nous comprendre, mais c'est aussi expliquer au grand public ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte à la société et ce qu'on peut leur apporter pour la suite. Oui, c'est intéressant finalement ça aussi. Et c'est un peu le doctorat, en tout cas, mais bon, chercheur aussi, mais le doctorat, c'est ce côté espace de liberté, de pouvoir réfléchir, créer, etc., mais aussi partager et prendre du temps pour parler des choses, quoi. C'est le partage, en fait. C'est que... je vais pas dire que c'est un devoir, mais c'est bien de partager les connaissances via l'enseignement ou via les communications plutôt popularisées.
c'est quelque chose que si on fait, je pense que ça va faire du bien pour tout le monde, quoi. La connaissance, voilà, c'est toujours un bien, quoi. Puis c'est notre mission, juste dans notre contrat, on nous demande de vulgariser ou d'enseigner ou d'autres formes, mais en tout cas de communiquer et d'expliquer nos recherches au plus grand nombre pour les faire comprendre. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. On va conclure là. Mais merci à vous. Bon courage pour toutes vos galères et vos soutenances de thèse et vos, on en a pas parlé. Vos machines en panne. Et on n'en a pas parlé. Il y a beaucoup de choses à dire finalement, mais c'est aussi pas mal des fois de... Voilà, on a une idée en tête, mais ça passe par juste faire marcher une machine des fois ou faire en sorte que les gens soient dispo pour... faire les choses, pour discuter, pour aider à avancer. Mais c'est pour ça que c'est bien d'en parler, parce que quand on regarde un résultat ou une conférence, c'est toujours le résultat final, donc c'est tout propre, tout va bien, on a utilisé telle méthode, on a fait ça, tout va bien, comme si ça coulait de source. Alors qu'en vrai, derrière, il y a des gens, il faut aller sur le terrain récupérer les trucs, il faut faire marcher les appareils, voilà, il faut des ingénieurs, des chercheurs, des doctorants. Voilà. La machine ne va pas marcher. Il faut envoyer la machine, elle ne vient pas parce qu'il y a le délai de livraison, il y a une pénurie d'aluminium, donc on ne peut plus acheter, machin. On ne peut plus manipuler, il n'y a plus de gants en plastique. Voilà. Le directeur de thèse, il n'est pas là, il ne répond pas aux mails. J'ai une machine, elle a mis 1 mois et demi à arriver. On avait dit qu'on parlait pas. On avait dit qu'on parlait pas des galères. Hein. Et ouais, mais ça fait aussi partie, comme tous les métiers, hein, mais ça pimente un peu le jeu. Ça pimente un peu le truc, mais voilà. Bon. Eh ben, encore une fois, merci. 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 On vous libère. Voilà, cette émission, donc, je le rappelle, donc, nous sommes sur Radio Galère, 88.4 FM. Cette émission a lieu dans le cadre des rencontres du Club Jeune de la Société française de spectrométrie de masse, qui est un club qui fait partie de la Société française de spectrométrie de masse. Rencontre annuelle, hein, c'est ça, hein, ouais, donc c'est tous les ans à différents endroits. Et cette année, c'est à Marseille, c'est à la Belle de Mai. Et donc il y a une quarantaine de jeunes chercheuses, chercheurs, donc qui viennent échanger, se rencontrer, faire des présentations, discuter et apprendre des choses et pour faire fonctionner les choses et pour avancer quoi dans la recherche dont on a pu voir les applications, certaines applications en tout cas dans le domaine de la chimie. Et donc, on leur souhaite bon courage. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.